Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue au Café Presse Politique. C'est un café presse matinal, presque un dimanche à 10h du matin. On va essayer d'en faire un deuxième rendez-vous en plus du Café Presse qui a lieu habituellement le mercredi à 18h. Et on vous en informera si cet horaire sera celui que nous choisirons définitivement par notre page Facebook. Alors, pour ce Café Presse spécial, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui pour la première fois Asma Benazouz, journaliste, reporter, créatrice d'images. Asma, tu viens de lancer un nouveau média qui veut être un peu comme tu m'as expliqué, le brut algérien, c'est cela? Oui, et puis il n'y a pas de révolution sans création de médias, donc le média s'appelle Pala, c'est-à-dire l'exclu en algérien, et le but c'est d'accompagner ce mouvement-là, de faire émerger ces voix-là, et de relayer à terme et à long terme les initiatives citoyennes algériennes pour qu'on puisse enfin se regarder en face. Ok, bienvenue au Café Presse, Asma. Bienvenue, re-bienvenue Rada, c'est la première fois que tu fais un café presse avec moi, je suis très contente. Rada Hamarouche, rédactrice en chef du HuffPost. Lotfi Madani, ancien journaliste, ancien directeur de programme de figure de la chaîne 3 et qui vit des jours heureux en Tunisie. Qui est venu spécialement pour... Ah, il a tenu. Voilà, Lotfi, tu es venu pour assister à la manif et marcher vendredi, et on va essayer avec toi de profiter un peu de l'expérience tunisienne. Hamdi Bala, bonjour. Sparkhir. Saïd Jafar, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer de parler des événements, de l'actualité, est-ce que je pourrais savoir qui c'est qui veut commencer par son image de la semaine? Je commence par toi, Hamdi. Voilà, Chana. Mon image de la semaine, c'était une photo le 8 mars. Les manifestations du 8 mars, parce qu'on a beaucoup discuté. J'ai vu beaucoup de gens débattre. Je pour choisir un prénom. Il y a des gens qui ont proposé Hirak mouvement. Je sais que Rada est contre Hirak. Alors j'ai vu une photo de la jeune fille. Elle a une pancarte qui fait Thawrat al-Ibtisama. Ça m'a beaucoup plu. Je pense que c'est c'est pas mal, c'est bien, pas mal. C'est bien, ouais. Alors, on peut l'adopter, hein. Joli, moi j'aime beaucoup, et il faut dire que le copyright de Thawrat al-Ibtisama, c'est Nabil Jidouani. Ah bon? Oui. Ah, je savais pas. Et la jeune fille qui avait cette pancarte l'a mis derrière sa pancarte. Ah, d'accord. Super. Donc, super. c'est bien. Très bien. Asma, c'est quoi ton image? Qui c'est Nabil Jidouani? C'est un jeune acteur, et il travaille beaucoup sur les archives de l'image d'avant l'indépendance algérienne. Il fait de l'excellent travail. Ouais. Hein, c'est quelqu'un qui travaillait par la mémoire de l'Algérie dans le combat anticolonial. Voilà. D'accord. Asma, c'est quoi ton image de la semaine? Moi, c'était deux vieux monsieur qui étaient au niveau de la Grande Poste, qui avaient trouvé un petit spot et qui observaient cette jeunesse-là. Ils étaient habillés en traditionnel zélé. Et regardez, j'ai pu discuter avec eux. Ils avaient un sourire qui était très, très touchant. Et c'était une image très forte pour moi, parce que c'était cette génération-là qui nous observait prendre la relève avec une certaine confiance et une joie qui était très touchante. Oui. Saïd. Écoutez, on avait eu tellement d'images que moi je retire juste un mot entendu. Nous sommes un peuple là, et il nous manque un État. Oui. Voilà, exactement. c'est ce que j'ai entendu en cours de route. Voilà. Ouais.
Rada? Moi, je pense à un monsieur qu'on a croisé là sur la rue Didouche Mourad, juste à côté de la fac centrale. On lui a posé la question que lui inspirait cette manifestation. Il a dit c'est comme le jour de l'indépendance. Après, il a regardé les gens, il a dit c'est même plus. Oui. Voilà. Donc ça m'a vraiment marqué. Moi aussi, j'ai entendu des gens me dire que c'était plus pour eux que le jour de l'indépendance. La démographie, elle est évidente. C'est évident que Absolument. c'est évident que Absolument. c'est un pays qui s'est multiplié par 4 Oui. et donc avec une jeunesse non, et avec beaucoup de classes d'âge aussi. Oui. C'est pas... L'autre fait Madani, ton image? On t'a laissé en dernier, Oui. on compte sur toi. Non, alors moi je dirais 2 images, avant et après les manifs. Avant les manifs, donc avec mon ami algérien à l'aéroport jeudi soir, donc on est rentré dans l'avion, et puis il y avait 3 dames devant et 2 derrière. Et puis on s'est rendu compte, en écoutant un peu comme ça de manière un petit peu, sans faire exprès bien sûr, les conversations, qu'en fait elles se déplaçaient pour venir pour la manif. Oui. Et donc 2 étaient algériennes, les 3 autres étaient tuniso-algériennes. Et on s'est retrouvés là, c'était assez extraordinaire de se retrouver ce pack-là de sièges, aller tous pour la manif dans un avion d'Air Algérie. Oui. Donc c'était... Et en regardant également Twitter, j'ai trouvé une dame au Canada, à Montréal, qui insultait Air Algérie en disant « Je suis là, ça fait 5 heures de retard, et moi je dois aller à la manif à Alger. » Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire, donc il devait y avoir probablement de Francfort, de Paris, de Marseille. Il y en a. Voilà, et donc voilà, et donc ça m'a dit que cette manif était importante à partir du moment où la diaspora, de partout, de tous les coins du monde, où la diaspora se mobilise, ça veut dire que vraiment, il se passe quelque chose. Oui. Et moi aussi, j'ai des amis qui sont venus. Coucou à Jema'a, qui est rentré, à Sida Hamouche, qui viennent pour la manif, pour ne pas rater ces moments historiques que nous sommes tous en train de vivre. Donc, les Algériens ont encore une fois fait un vendredi, encore une manifesté, encore plus nombreux. Des images encore plus impressionnantes. Le mouvement continue crescendo. Et je voudrais m'attarder d'abord sur le côté 8 mars, le 8 mars, journée mondiale des droits de la femme. Je voudrais, on a vu des îlots de femmes dans cette manif titanesque. Et est-ce que Rada, est-ce que tu as senti que c'était qu'est-ce que tu as senti par rapport à cette idée? Écoute, moi je l'ai senti moi-même d'abord parce que je me suis jamais identifiée au 8 mars. Il m'a toujours énervé ce jour d'ailleurs. Je n'ai jamais pris mes après-midi, mais cette fois-ci, le 8 mars avait un sens. Les gens se battaient pour sa citoyenneté et les femmes, à forte raison, elles étaient là, elles sont une partie de la société et elles l'ont affirmé. Elles sont sorties en même temps que les hommes, au même titre que les hommes, revendiquer une vie meilleure. Et c'était extraordinaire. Oui. Asma, toi, quel a été ton sentiment par rapport à... Je pense que c'était très symbolique parce que du coup, notre jour d'indépendance, c'était le 8 mars et pour moi c'est l'indépendance aussi de ces femmes-là et pas de la femme algérienne. Il y a des femmes algériennes et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était aussi l'occasion de décomplexer les femmes pour qu'elles sortent, pour qu'elles voient d'elles-mêmes les rues, qu'elles pouvaient être en sécurité, etc. Et décomplexer. Décomplexer les hommes aussi Surtout par la les présence. Surtout les hommes. Il y a plein d'histoires d'amour qui sont nées de ce jour-là, je pense. Et c'est vrai. Et puis c'était formidable parce qu'il y a pas, on fait partie de la moitié de la population algérienne. On a notre mot à dire. On est complémentaires dans cette société-là. On peut porter des regards qui se valent finalement. Et voilà. Oui. Saïd, tu voulais dire quelque chose à propos de ce 8 mars spécial? Écoute, moi je trouve aussi bien le 8 mars que autre, c'est que on est vraiment en mouvement. Il y a encore des discours un peu conspirationnistes, etc. Mais il faut vous dire, c'est que on est en train de faire un complot collectif.
transparent, et ce qui est sombre aujourd'hui, ce n'est pas la population qui se met en marche avec ses femmes, ses enfants, ses vieux, ses jeunes, c'est le régime, totalement. Il est totalement opaque, il est silencieux, et ce 8 mars a été éclatant, en fait, le décalage entre le pays et le pouvoir. Oui. Et moi, c'est ça le 8 mars, avec ces femmes, ces hommes, ces jeunes hommes, oui. ces jeunes filles. Voilà. Alors, Lotfi, tu sais, on devait faire un CPP en 2 parties, la deuxième partie la Tunisie, mais comme tu dois pas partir rapidement, à retourner, prendre ton vol pour Tunis, j'ai décidé d'intégrer les questions sur la Tunisie, la comparaison, au fur et à mesure du CPP. Et donc, est-ce que toi, tu as assisté à la marche de ce vendredi? Tu viens de Tunisie. Est-ce que tu penses que si ce soulèvement aboutit vraiment à une vraie démocratie en Algérie, est-ce que ça va aussi, aboutir aussi à un grand bond pour les droits des femmes, comme c'est le cas en Tunisie? Est-ce que c'est la même chose qui va se passer ici ou pas? Oui, incontestablement. Si on va vers une vraie démocratie, oui. Forcément et a fortiori, les femmes en bénéficieront. Même si le statut des femmes ou un statut favorable aux femmes n'est pas consubstantiel à la démocratie. Il faut se souvenir que c'est un État autoritaire, c'est-à-dire Bourguiba, qui a imposé d'en haut à une société qui l'aurait refusé toutes les normes d'égalité entre les hommes et les femmes en 1956. Donc c'est pas ce que je voulais dire. Mais pour l'Algérie, en fait, c'est ce qui va faire du bien aux femmes, disons à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est que ça soit un processus comme celui-ci, c'est-à-dire qui émane de la société. C'est très simple. Cette manif donc du 8 mars, il y avait énormément de femmes, mais de toutes les générations et de toutes les classes sociales, avec le reste de la population. Et ça imprime une différence fondamentale avec les autres manifs, même avec celle du 22 février, si on regarde bien. C'est cette présence des femmes à égalité, l'occupation de l'espace public par les femmes. En Tunisie, par exemple, il y a 20 ans, 30 ans, lorsqu'on partait d'Algérie en Tunisie pour passer des vacances, ce qui nous frappait, c'était l'occupation de l'espace public par les femmes. Contrairement à l'Algérie ou au Maroc, oui. Où l'espace public était fondamentalement masculin. Et moi, je crois que des processus de ce type, c'est-à-dire que la démocratie ne sera pas une démocratie institutionnelle, c'est-à-dire venue d'en haut par des élites éclairées, qui disent voici on fait la démocratie, et pas d'appropriation par la société ou par les sociétés. Si la société s'approprie les processus démocratiques, non seulement s'approprie le processus, mais en est l'acteur principal, alors forcément, dans ce processus, va se poser la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça ne se fera pas facilement dans les sociétés, notre société conservatrice, mais ça va s'imposer en tout cas, comme un débat obligé dans ce processus. C'est-à-dire que le processus ne pourra pas aller à son terme si ce débat de l'égalité homme-femme n'est pas posé. Dans les constructions démocratiques, c'est comme ça que ça se fait lorsque ça vient de la base. Oui. Et je ne sais pas où ça va aller, mais ne serait-ce que à cause de ça, je suis sûr que l'égalité homme-femme en gagnera forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'il est très, très important que dans ce processus, faire attention lorsqu'on va organiser des comités de quartier, des assemblées dans les entreprises, dans les universités, etc., faire très attention à ce que la question de la parité soit posée. Même si c'est pas une parité 50-50, oui. Mais être vigilant, veiller, imposer dès le départ la présence des femmes. Oui. Vous savez, le mouvement des Harouches en 2001 était un mouvement identitaire magnifique, mais pour moi, c'était un mouvement rétrograde, réactionnaire, oui, parce que c'était un mouvement d'hommes. Oui. Les Harouches, c'était des hommes, aucune femme dans les assemblées, les jmaas, oui, etc. Oui. Ne recommençons pas ça. Exactement. Voilà, moi,
ce que je voulais dire sur... Hamdi, toi, tu penses que ta génération, vous avez dépassé, vous êtes plus, vous êtes prêt à être, c'est-à-dire à avoir des femmes qui vous parlent d'égal à égal, qui ont les mêmes droits, le même héritage, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de code de la famille. Moi, j'ai un peu le sentiment que c'était resté quand même. Cette manif. Le 8 mars, c'était quand même des îlots. C'était pas ce qui était porté par cette masse incroyable de jeunes qui étaient très festifs. C'était pas le 8 mars. C'était contre le pouvoir, etc. Ça restait. Moi, c'était mon sentiment. Donc, mais je voulais savoir ce que tu en penses. Je ne pense pas que c'est une question de génération. C'est une question de milieu. Il y a de tout. Oui. C'est-à-dire, dans ma génération, il y a tout type d'opinion envers les droits des femmes. C'est pas une question de génération. Mais alors, comment tu penses qu'il y a moyen de faire avancer en même temps la question de, parce que j'ai aussi remarqué beaucoup d'appels, par exemple sur Facebook, etc., de femmes qui disent c'est pas la peine d'en faire toute une histoire le 8 mars. D'abord la révolution, changement de régime, et après on parle de ça, quoi. Donc c'est-à-dire pour toi, tu veux pas, tu as rien à dire sur le 8 mars? Non, je veux dire que il s'agit d'un processus de réappropriation de l'État et de tout ce que l'État fait semblant de faire pour les femmes. Si le mouvement ou la révolution aboutit, il y aura automatiquement une reprise et une réelle activation de toutes les institutions, tous les mécanismes qui favorisent les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Par exemple, la représentation des femmes dans les institutions telle que faite par le régime n'est pas mauvaise en soi. Il y a une part réservée aux femmes, mais qui était factice. Mais si aujourd'hui le mouvement se fait, qu'on est dans un processus démocratique, cette mise en place de la représentation féminine est déjà un acquis qui peut être activé et qui va servir à un peu plus à l'approfondissement de la démocratie. C'est très bien. Oui. C'est l'idée que en fait, on a, c'est-à-dire le régime algérien a fabriqué plein de choses, des textes, une démocratie fictive, des droits des femmes, mais qui restent juste pour l'image, mais qu'aujourd'hui, avec une société qui essaie de se réapproprier son destin, ces choses-là peuvent être activées. On leur donne, et leur donner l'énergie que toute sa société est en train de montrer. Voilà. D'accord. Asma, il y a déjà des choses qui existent, déjà à titre citoyenne, parce que même si on se plaçait au niveau citoyen, etc., on a accès à des droits. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si par exemple une fille va dans un commissariat pour déposer plainte pour harcèlement, pour viol ou là pour toute agression, etc., elle n'est pas prise au sérieux. Donc aussi, il y a un travail, c'est pas juste sur le plan légal ou là sur le plan institutionnel, c'est aussi sur le plan des mentalités. Et ce qui est formidable, même si ça commence avec des îlots, c'est tout mouvement, etc., en ce moment, le lien social commence à être... il y a une reconstruction des liens sociaux entre les gens. Les gens se parlent, n'ont plus peur des uns des autres. C'est-à-dire, moi, j'ai vu un barbu discuter avec une jeune étudiante hipster et qui échangeait justement sur cette question-là et ce débat-là, il doit se faire de manière décomplexée. Ça veut dire que même si tu penses différemment, que le mot féminisme te fait peur, etc., il faut dépasser ça. Il faut se dire que c'est juste une question humaine qui dépasse ce genre de choses et c'est l'occasion justement que la société s'imprègne de ce débat-là, que ça soit pas fait par le haut, je suis d'accord, mais c'est déjà fait de manière très superficielle, mais c'est surtout le porter par le bas aussi à travers les associations qui se parlent, qui réfléchissent à ces questions qui sont essentielles. On ne peut pas libérer la moitié de la population. Non.
Non, c'est vrai. Et alors, en dehors de la question des droits des femmes, c'est la troisième manif. Elle est encore plus grande que toutes celles qui avaient précédé. Est-ce que vous avez remarqué des nouveaux mots d'ordre, un changement dans l'organisation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me... Il y a toujours pas est-ce qu'il y a d'appel à une organisation précise, à une constituante? C'est-à-dire, ça reste assez... Est-ce qu'il y a une maturité au niveau des manifestations? Quelles sont vos impressions à ce niveau-là? Je commence par toi, Reda. Personnellement, je ne remarque rien d'extraordinaire par rapport à l'appel du 1er mars. Parce que le 22, c'était autre chose. Oui. Mais par rapport au 1er mars, on reste sur les mêmes idées. Il faut qu'on change de régime. Il faut qu'il n'y ait pas de 5e mandat. Il faut que la société s'organise de telle manière que les manifestations restent pacifiques. Il y a eu l'appel à la grève générale qui a été entendu. Oui. Voilà, ce matin, la ville, presque tous les magasins sont en rideau baissé. Il y a les élèves qui sont dans la rue. Alors, on va revenir sur la grève générale en deuxième partie. Et donc, c'est un processus qui continue à être géré de manière. Les mots d'ordre sont passés sur les réseaux sociaux et il y a une adhésion claire et nette. Mais pour le moment, si ce que tu veux, une organisation qui se politise un peu plus. Je pense qu'il faut revenir aussi vers les partis qui sont en train de tenir leur réunion. L'opposition a eu la réunion la semaine dernière, le jeudi, la veille de la grande manif. Donc ils ont une plateforme qui en gros demande à ce qu'il n'y ait pas ce 5e mandat et à ce que il y ait un gouvernement d'union nationale qui prépare des élections libres. On est dans côté partisan, mais côté société, les gens qui sortent dans la rue, c'est pas encore ça. On est dans un foisonnement d'idées, c'est-à-dire le cap, c'est que globalement, on veut invalider l'élection. C'est pas uniquement le 5e mandat, mais l'idée de l'échéance du 18 telle que fixée par le pouvoir, les gens veulent en sortir. Maintenant, les idées, c'est comment à organiser l'après. L'idée d'un gouvernement d'union nationale, ça peut être soit pour préparer à une échéance donnée de nouvelles élections, c'est-à-dire présidentielles, législatives, ou bien d'aller vers la constituante. Et c'est pour ça qu'on peut parler de la Tunisie, peut-être. Toi, est-ce que tu te souviens à quel moment les Tunisiens ont commencé à parler d'assemblée constituante? Avant le départ de Ben Ali ou après? Non, après. En fait, il y a deux moments. Enfin, dans ces processus révolutionnaires, entre guillemets, il y a toujours deux moments. Il y a le moment de l'éclosion, c'est-à-dire donc lorsque les choses se battent, la genèse. Et les moments de l'éclosion, c'est souvent éruptif. C'est très émotionnel, c'est passionné, etc. Et puis il y a le deuxième moment, c'est-à-dire à partir du moment où les premiers objectifs du soulèvement ont été obtenus, soit des concessions du pouvoir, soit le départ du pouvoir. Et là se posent les vraies questions, c'est-à-dire celle de la construction après l'éclosion. Alors ici par exemple, on en est lorsqu'on voit les mots d'ordre, etc. Pour l'instant, on en est encore à une insurrection citoyenne, pas encore une révolution. L'insurrection citoyenne, c'est quoi? Être citoyen, les Algériens disent « je suis citoyen ». En fait, c'est quoi être citoyen? Être citoyen, c'est la capacité à interpeller le pouvoir sur ce qu'il nous doit dans le rapport que nous, individus, nous, membres de la société, avons avec l'État. On lui rappelle ce qu'il nous doit et surtout, on lui rappelle ce qu'il nous doit, nous, le peuple, puisque nous sommes le peuple souverain. C'est ça l'insurrection citoyenne. C'est d'abord une injonction au pouvoir. De lui dire, je te rappelle d'où tu viens, c'est moi la source de ta souveraineté. Et deuxièmement, maintenant je te dis où tu restes, où tu pars. Mais c'est moi qui décide. Ça, c'est l'injonction. Et après l'injonction, ce qui est apparu, là j'ai vu, mais ça c'est dans des petites pancartes, c'est-à-dire c'est très individuel. Et là commencent à apparaître des revendications qui ne sont pas forcément communes, qui sont très différenciées, mais qui passent par quoi?
on identifie, on est en train d'essayer de dessiner ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il est? Il y a Sarraqin, il y a Kada. C'est-à-dire, on commence à trouver les qualificatifs pour désigner ce pouvoir. On lui dit pas simplement, on ne veut plus de toi. Oui. Mais on dit, tu es voleur, tu es corrompu, tu es ceci. Alors, il y a avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de choses. Mais là, ça veut dire quoi? Lorsqu'on commence à le désigner, c'est-à-dire, on est en train de lui dire, maintenant, on va t'expliquer. Je t'ai dit, tu dois partir parce que c'est moi qui décide. Et maintenant, je vais te dire pourquoi tu dois partir. Mais, donc là, on commence à faire, le procès. Faut juste noter que ce type de slogan existait depuis le début, depuis le 22. Devant le palais du gouvernement, c'était Klitul Bladi Sarraqin. Oui, il y avait pas. Mais là, je dis moi ce que j'en ai vu là, le premier, à part le 5e mandat. Enfin, c'était pas pas de 5e mandat. Mais le mot d'ordre le plus, parce que le pas de 5e mandat, c'était vraiment visiblement, c'est ce qui était vraiment consensuel. Après, il y a, par exemple, moi j'ai assisté à une scène, il y a un jeune qui s'est mis à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, et puis un groupe de femmes en face lui a dit Jazair Hurra Demokratia. Là, c'est déjà ce qui apparaît, les combats de demain qui sont en train, d'hier, mais aussi de demain, qui sont en train d'apparaître. Donc, mais la revendication consensuelle, c'est celle du 5e mandat. Oui. Et en gros, du changement de système. Après, dans la description de ce qu'est ce pouvoir-là, on va avoir des différences. Mais surtout, on commence à lui faire son procès. Et on est en train de lui dire, écoute, si tu pars pas vite, demain, on risque de te juger. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple. En Tunisie, si le pouvoir n'avait pas réprimé de la façon violente dont il l'a fait, et puis surtout n'avait pas méprisé en n'apportant pas de réponse, où Ben Ali a fait des discours en faisant plein de promesses, mais la lettre de Bouteflika du 8 mars. Du 3 mars. Non, du 3 mars. Du 3 mars. C'est le discours du 13 janvier de Ben Ali. En promettant tout, en disant je me représenterai pas, etc. Et la lettre pour les femmes aussi. Et la assez lettre surréaliste, pour les femmes, quand même, c'est ça. Non, la lettre de Bouteflika lue par la ministre Voilà. Et donc en Tunisie, donc ce qui s'est passé, donc une fois que le pouvoir est tombé, que Ben Ali est parti, alors là, on commençait à apparaître au sein même du mouvement là des contradictions. D'abord, tout le monde n'était pas d'accord. Par exemple, un opposant historique en Tunisie qui a perdu à cause de ça toute son aura, c'est Najib Chabi, qui était une figure 40 ans d'opposition. Il n'était pas islamiste, lui, donc d'opposition dans le camp démocratique. Lui n'était pas pour une constituante. Lui, il voulait aller vers une révision de la constitution de 59, parce que beaucoup de démocrates, d'ailleurs, pensaient que la constitution de 59, avec quelques révisions, c'était une bonne constitution. Ça pouvait être une bonne constitution qui permettait d'aller vers un processus démocratique. Et d'autres forces plus radicales, notamment dites d'extrême gauche, le parti de Hamal Hamami, etc., ont fait les fameux sit-ins de la Casbah 2, contre le gouvernement Ranouchi, en exigeant une constituante. Et petit à petit, avec l'appui de Nahda, qui évidemment voulait une constituante, en espérant, lui, déjà, Nahda avait un positionnement stratégique sur ces questions. Nahda aurait très bien pu dire, oui, une révision constitutionnelle, la constitution de 59, c'est bon, on y participe et on sait qu'on sera parti au pouvoir. Si Nahda a soutenu la constituante très fortement aux côtés de l'extrême gauche, des trotskistes, etc., qui sont anti-Nahda, c'est précisément parce que Nahda pensait faire enfin une constitution à sa mesure. Oui. Voilà. Et voilà donc comment ça s'est passé en Tunisie. D'accord. Asma, je sais que tu voulais prendre la parole. On va juste prendre la coupure rapidement. Et tu reprendras la parole. Restez avec nous. On vous retrouve dans 2 minutes exactement. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité.
Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Nous sommes de retour sur le plateau du Café Presse Politique du dimanche matin et on reprend la conversation là où on l'avait laissée. On parlait de la constituante, de l'Assemblée constituante en Tunisie et Asma, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'était sur ce qu'avait dit l'autre fille. On dit que finalement c'est d'abord un mouvement de masse où il y a surtout une contestation, on rappelle qu'on est citoyen, etc. On est en train de devenir citoyen surtout. Et on l'apprend sur le tas et avec les côtés positifs et négatifs, bien sûr. Mais il faut pas le voir juste comme un mouvement qui apparaît tous les vendredis. C'est-à-dire que ce mouvement-là, il est autant vertical que horizontal. C'est-à-dire que quand on voit que les corporations sont en train de s'organiser toute la semaine, les étudiants qui portent des assemblées générales avec des idées politiques très fortes, les corporations, et ça nous donne de l'espoir sur la suite des choses parce que on a besoin de ces corporations aussi pour faire émerger ces idées des peuples. Et les slogans, au-delà de ces slogans contre le 5e mandat, c'était au début ce qu'on entendait, mais on entendait aussi Jumhuriya Mashi Memlaka, quand des millions d'Algériens scandent Jumhuriya Mashi Memlaka, et que Jumhuriya quand même ça a un sens politique, c'est-à-dire que il y a plein d'idées, et que même le débat ne s'arrête pas, la contestation politique ne s'arrête pas à ce mouvement de masse. On en parle dans les cafés, on en parle à la maison, on en parle tout le temps. On parle on est en train de renouer avec des débats, c'est-à-dire vraiment anciens, qui font partie aussi des blessures narcissiques algériennes. Par exemple, l'algérianité, la mazirité. Est-ce qu'on fait une république, une fédération aussi, c'est-à-dire redonner le pouvoir dans les régions là, etc. Donc il y a plein de débats citoyens, d'idées politiques qui émergent par la société civile. Moi, j'ai entendu plein de jeunes dire les intellectuels kharjou. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin aussi de ces jeunes-là, de s'éduquer politiquement, de se construire une culture politique. Oui. Aussi le passé algérien, ils se documentent, etc. Donc, il faut pas se dire que la solution, elle peut venir juste d'en haut ou là. Elle vient de partout. Et la constituante, c'est magnifique parce que il faut aussi se mettre à l'esprit que ces gens-là doivent intégrer le débat national et pas juste à travers des figures existantes, mais faire émerger aussi des figures de la contestation populaire qui existe aujourd'hui, et pour être vraiment représenter toutes les voix des Algériens. Et c'est justement là que réside la différence entre les Algériens et les Tunisiens. Voilà. Les Tunisiens sont encadrés. Il y avait des structures existantes, l'UJTT, l'organisation des avocats, l'organisation des juges qui ont encadré la société, qui arrivaient, c'est-à-dire il y avait moyen de tenir des réunions, de faire avancer le débat. Nous, tout est en construction. Il faut pas oublier que les avocats ne sont sortis que après la rue, c'est-à-dire après que les jeunes ont pris possession de la rue. Les étudiants aussi ont suivi la semaine d'après. Donc c'est un mouvement qui se construit au jour le jour. Et c'est là où réside je trouve que la différence entre nous et les Tunisiens, elle est là. Et nous sommes aussi loin du schéma égyptien. C'est-à-dire c'est pas l'anarchie, on veut pas juste que le président tombe et c'est un acquis et on rentre chez nous. La différence, c'est qu'on veut construire quelque chose. Comment va se faire cette construction? C'est là la question. Alors justement, Adam, moi je pense que les Égyptiens aussi, qui sont sortis, voulaient construire. L'idée, c'était pas seulement de faire tomber Moubarak, mais de construire une vraie démocratie. Oui, mais on est allé en fin de compte vers faire tomber Moubarak, et puis après, ils se sont fait piéger avec Morsi. C'est très bien parce que moi je me souviens la semaine dernière ou celle d'avant, quand on a commencé à parler de est-ce que l'idée de faire une assemblée constituante est la bonne ou pas, est-ce qu'il faut faire un gouvernement de transition et immédiatement faire une élection présidentielle. Je me souviens que Hussein avait dit ici que la constituante c'était quelque chose qui pouvait être périlleux, de clivant, et c'est vrai qu'en Tunisie ça a pris du temps, on a eu très peur, il y a eu des moments où on pensait que ça allait pas aboutir, etc. Mais en même temps, moi j'ai le sentiment que ça a été peut-être plus long, plus périlleux, mais c'était la bonne démarche parce que ça a empêché que en Égypte tout le monde a tout mis sur le dos des frères musulmans et de Mohamed Morsi. Les attentes ont été trop grandes, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu de débat dans la société sur... D'abord, il faut rappeler quand même que l'idée de loi constituante en Algérie n'est pas... Elle est ancienne, absolument.
ça date du début de l'indépendance. De 63. Le FFS l'a Voilà. porté, Hussein Haïtami l'a porté, etc. Et donc, ce n'est pas une idée neuve. Et ce qui peut rendre possible la constituante, les inquiétudes exprimées par Yassine sur l'idée que ça risque d'être clivant, c'est réel. Mais en même temps, on peut dire aussi que c'est une constituante qui revient après une expérience malheureuse de confrontation stérile entre différents courants qui ont permis à un régime autoritaire de maintenir le pays gelé. Donc, tous les courants qui existent en Algérie ont appris de ça, c'est-à-dire la décennie noire, ça doit servir à tout le monde. Oui. Pourquoi on a basculé en 92? Parfois, ça peut être trivial à cause d'un mauvais code électoral qui amplifiait la victoire du parti dominant à l'époque. Et on croyait le pouvoir croyait que c'était le FLN qui allait l'emporter. Mais tout ça, on peut l'intégrer dans la démarche pour aller à la constituante, à donner une proportionnelle, pour éviter que un courant soit hégémonique. Et la constituante peut aussi être un haut lieu de négociation où les Algériens qui, en fait, ont désappris à discuter entre eux, vont être contraints de discuter, de négocier, de chercher des compromis et pour permettre un apprentissage c'est vraiment, c'est ce qui s'est passé à mon sens en Tunisie. Cette recherche du compromis qui a fait que, par exemple, Nahda aurait pu dire, c'est mon moment. Ils ont fait dans la retenue, parce que Nahda, moi je pense que Rennouchi a tellement suivi l'expérience algérienne que c'est peut-être l'homme qui en a tiré les meilleurs enseignements possibles pour la Tunisie. Et c'est à plus forte raison aujourd'hui, notre expérience malheureuse, nous pouvons en tirer toutes les leçons pour avancer et ne pas que ça ne sert plus de repoussoir à l'idée de démocratie. Nous pouvons le faire. Alors Nahda, justement, les islamistes tunisiens, à un moment ils sont sortis du gouvernement parce que pour éviter d'aller à l'Égypte, quoi. Et donc, est-ce que tu penses qu'en Algérie, moi je pense que pour la Tunisie, lorsqu'on parle de la constituante, c'est bien, c'est pas bien. Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est tout le problème de ce qu'on appelle l'ingénierie de la transition. Oui. L'ingénierie de la transition, il y a tout. Il n'y a pas que le modèle de quel type d'assemblée, pour quels objectifs. Il y a aussi les mécanismes de la transition, y compris dans l'exécutif, etc. C'est-à-dire, on n'a pas de constitution, mais il faut un exécutif. D'où l'exécutif peut tirer sa légitimité, etc. Donc tout ça, c'est très compliqué. Et en fait, on se rend compte dans le cas de la Tunisie que l'ingénierie de la transition, ça n'est pas une mécanique, ça n'est pas un mécano. L'ingénierie de la transition, elle est soumise aux conditions, aux rapports de force qui se construisent dans les dynamiques sociales, mais dans les affrontements politiques, ou en tout cas dans les négociations, si ce n'est des affrontements, dans les négociations politiques des élites, que ce soit les partis, les syndicats ou les organisations de la société civile. Alors, si on prend le cas de la Tunisie, très bien. Premier moment, qui a duré 3 semaines, c'était un comité d'experts qui a été mis en place pour faire une proposition de révision de la Constitution au gouvernement Rennouchi. Ce qui a été refusé. Ce comité d'experts était présidé par Ayad Ben Achour, qui est un juriste constitutionnaliste très connu et respecté, qui avait démissionné du Conseil constitutionnel à l'époque Ben Ali. C'était le seul à avoir osé le faire. Donc on se dit, c'est une personnalité indépendante, reconnue, on va lui confier ça. Pas du tout. Casbah 1, Casbah 2, la constituante. Qu'est-ce qui se passe? La constituante, très bien, on va mettre en place une haute instance de la transition. Où on va élire et désigner les syndicats, les partis politiques, désignent leurs représentants, etc., pour faire partie de cette instance. Et à qui on confie cette instance? Président, au même Ayad Ben Achour, alors qu'on avait rejeté le comité d'experts avant. Oui. Donc bon, vous voyez comment... Mais ensuite, lorsque les premières élections ont lieu, Nahda majoritaire, etc., bon, il faut une constitution. Il ne faut pas oublier que la première constitution qui est sortie, c'est celle de juin 2013.
Et la constitution de juin 2013, c'était une catastrophe pour la démocratie en Tunisie. Oui, ça, j'avais pas retenu. Et oui. Oui. Et même que le président de l'Assemblée, Mostafa Ben Jaafar, qui est un démocrate, avait dit c'est la meilleure constitution du monde, et ça lui a été reproché jusqu'à aujourd'hui, il ne s'en relève pas. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'on est allé vers une constitution où il y a eu de vrais débats, mais virulents, hein, et tendus, même durs. Ouais. Et tout à l'heure, vous parliez de complémentarité entre les hommes et les femmes. C'est par exemple, Nahda dans la Constitution ne voulait pas parler d'égalité homme-femme, mais de complémentarité homme-femme. Et la société civile, les démocrates se sont battus jusqu'au bout pour que ce soit pas la complémentarité, mais l'égalité. Bon, enfin, mais qu'est-ce qui a fait que le deuxième moment d'écriture de la Constitution a été possible? Il s'est passé entre-temps Morsi, l'Égypte. Exactement, oui, 2013. Et en Tunisie, il y a eu l'assassinat de Choukri Belride et de Brahimi, les assassinats politiques, et il y a eu le I'tisam Rahil, donc les manifs, c'est-à-dire les sit-ins ça a duré tout l'été, pendant le Ramadan et tout, où les anti-Nahda, disons, hein, pour simplifier, étaient dans la rue jour et nuit pour protester contre l'attitude de Nahda, etc. Et c'est ce mouvement, alors là, c'est un peu comme ici, c'est des manifs tous les jours, et c'est ce mouvement populaire qui a obligé Nahda à revenir à la table des discussions, des négociations, à l'Assemblée constituante, pour revoir la copie de la Constitution. Donc vous voyez, ça n'est pas simplement, ici je dis, une ingénierie comme ça, technique, mécanique de la transition qui a fait, c'est des rapports de force politiques qui influe sur les transitions. C'est pour ça que je pense que pour l'Algérie, il serait pas très très judicieux d'aller dire prendre des conseils chez des experts internationaux, ceux de pays de l'Est ou ceux du machin, pour dire comment. Je pense que les Algériens vont pas faire ça. Voilà. Non, mais il y a un peu ça. Oui. Mais c'est bien de discuter avec tous ces pays, notamment nos amis tunisiens, pour qu'on débatte comment vous avez fait, quels sont les écueils. Ça peut servir de leçon. Mais je pense qu'on va trouver nos propres formes, à mon avis, de la transition. Et peut-être que pour l'Algérie, une assemblée constituante, personnellement, je pense que c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. L'assemblée constituante, au sens où on entend ici, ça risque de traîner, de poser beaucoup de problèmes. À mon avis, il faudrait une forme intermédiaire où on a une assemblée délibérative qui peut travailler sur ces questions, mais qui ne soit pas vraiment une assemblée constituante. Vous allez élire des constituants. Donc il faut un processus électoral et tout. Qu'est-ce qui va sortir de cette élection ? De cette élection, il va sortir un rapport de force instantané à un moment donné. Pour écrire une constitution pérenne pour toute l'histoire. C'est pas la même chose que des élections législatives et tout pour une mandature de 5 ans. La constitution, c'est pour toute la vie d'une nation. Et donc là, faisons attention. Parce que ce n'est pas le rapport de force à un moment historique donné qui doit imposer ce que sera la nation sur 50 ans ou sur 100 ans. Ça, à mon avis, il faut faire très attention. Donc, trouvons peut-être une forme. Moi, je peux être d'accord avec ça. En fait, l'urgence, en réalité, premièrement, n'oublions pas que le pouvoir n'a rien dit. Donc, ça. On n'a pas encore réglé la question. Peut-être que le 5e mandat n'est plus dans les têtes, mais le changement de régime, ce n'est pas encore acquis. Donc, mais par contre, effectivement, on peut estimer qu'une constituante, ça va prendre trop de temps, ça va créer des clivages, mais ce qui est urgent, en fait, c'est remettre à plat le socle des lois, le code électoral, la liberté de la presse. Il y a plein de choses qui ont été verrouillées, mais qui sont formellement, qui existent, mais qui ont été verrouillées de facto par le régime, qu'il s'agit de débloquer. Mais maintenant, c'est qui va le débloquer? C'est-à-dire aujourd'hui, on entend plein de choses, y compris l'idée que le Conseil constitutionnel va invalider toutes les candidatures pour qu'on se retrouve dans une sorte de situation où le pouvoir pourrait créer un nouveau HCE. Mais l'enjeu de la mobilisation, c'est que s'il y a un HCE, ça devait être un HCE du peuple. Ce n'est plus le HCE du pouvoir comme ils l'ont créé en 92. Donc voilà, effectivement,
l'idée de constituant peut être retardée, mais le plus urgent, c'est comment gérer une transition, parce que inévitablement il va y avoir une transition. C'est une transition où on met à plat plein de choses, créer les conditions pour revenir à l'élection, parce qu'à terme il faudra bien voter pour que l'État se remette à fonctionner de manière légitime. Alors justement, en attendant, on n'a pas encore de réponse ni de réaction du pouvoir. Reuters a donné une information selon laquelle Abdelaziz Bouteflika serait de retour aujourd'hui en Algérie. L'APS ne l'a pas donné, mais je pense à la décision complètement incroyable prise d'avancer les vacances du printemps pour les étudiants et ça c'est en train d'avoir des effets immédiats dans la rue. Ce matin, jusqu'à maintenant encore, il y a des manifestations des lycéens et des étudiants. Donc dans ce contexte, on entend un mot d'ordre qui revient sur Facebook un peu partout, de grève générale. Tout à l'heure tu parlais de ça, Reda. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que les gens, les gens sont très mitigés sur ça. Tout à fait. Moi je pense, ce sont des appels qui sortent sur les réseaux sociaux. Et les grèves, quand même, il faut pas être, les grèves se font sur les terrains. C'est-à-dire, ce sont les syndicats, et donc les appels il y a quelqu'un qui a fait un post en disant, c'est quoi ces gens-là? On va demander aux Algériens de perdre leur temps à aller chercher pour manger au lieu de manifester. Donc, ça peut être une diversion pour l'instant, d'autant plus que les appels sur les réseaux sociaux, ce sont pas, mais c'est peut-être un désir de monter en crescendo. Peut-être que des gens, les gens ont le sentiment qu'on a marché pendant 3 semaines et ça donne rien. Donc, Hamdi, toi, qu'est-ce que tu penses du mouvement, enfin, de ceux qui appellent à une grève générale? Je pense que la grève générale ne laisse pas une grande marge pour rester pacifique, en fait. C'est assez radical comme décision. Et je pense que les marches du vendredi mettent assez de pression sur le pouvoir. Voilà. Il y a même un problème de faisabilité, parce que ce sont des appels sur les réseaux sociaux. Vous avez des gens qui travaillent, qui sont dans des entreprises. Si c'est pas le syndicat qui appelle formellement à la grève, ils ne sont pas protégés. Au vu de la loi, ils ne sont pas protégés. Et exactement. Voilà. En fait, on est dans une moment où c'est d'ailleurs intéressant à voir. On a des défections même au sein de l'EGTA, des structures de base qui commencent à se révolter contre une direction croupion qui a vraiment dévoyé l'UGTA, qui la honte du syndicalisme. Voilà. Ce sont ces gens-là qui peuvent se mettre à bouger. C'est pas la grève, c'est pas un réseau social qui l'appelle. Est-ce que c'est pas un peu parce que ça revient, et je l'ai vu même pendant les manifs, la manif de vendredi, j'ai entendu pour la première fois grève générale de manière. Est-ce que c'est comme avec cette réappropriation, le drapeau c'est à nous, cet État il est à nous, il est pas à vous. Ces drapeaux qui sont de partout, que les Algériens montrent à la face de ce régime pour leur dire, est-ce que c'est pas un peu un désir d'écho de la grève du FLN, la grève générale de 1957? C'est clair qu'il y a une forme de mimétisme, mais il y a réellement un problème de faisabilité, c'est-à-dire de faisabilité. Alors que tu as une société qui est déjà en marche, même les magistrats se mettent à bouger. Il faut se mettre dans l'idée, c'est incroyable. Les magistrats, c'est un corps ultra disciplinés, obéissants, soumis à l'autorité, et qui se mettent à dire ça suffit, on veut que servir la loi, pas servir un pouvoir. C'est quand même une évolution considérable. Et si les magistrats font grève, ce seront les magistrats. Ce n'est pas un appel sur les réseaux sociaux. C'est une structure propre aux magistrats. C'est ça l'appel peut être généreux en soi, mais il n'est pas faisable réellement. Mais je crois que le recours à la grève générale, si on compare encore avec la Tunisie, vous savez que dernièrement, non, mais je parle pas de pendant la Révolution, mais je rejoins un peu ce que disait Saïd, c'est que la grève générale, quel est l'objectif d'une grève générale? C'est d'immobiliser un pays, une économie, pas que l'économie, l'administration, c'est tout le fonctionnement
d'un pays doit être immobilisé. C'est le degré supérieur, ultime, de pression sur le pouvoir. Et dernièrement, dans les négociations sociales en Tunisie, là, en novembre-décembre, c'était la menace de la grève générale, de l'UGTT. Et il a raison, une grève générale ne peut pas se décréter comme ça. Une grève générale, ça s'organise. Ça doit être très encadré, parce que c'est très dangereux. Immobiliser un pays pendant 1 jour et 2 jours, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas d'électricité. En fait, que la Sonelgaz ne fournisse plus d'électricité, que qu'il n'y ait plus de fourniture d'eau et tout pendant 24 heures ou pendant 48 heures. C'est une catastrophe pour un pays. Qui en souffre le premier de la grève générale? C'est jamais les gouvernants. C'est toujours le peuple, c'est les citoyens, les consommateurs. J'ai entré en forme de boutade. C'est que le paradoxe, c'est que nous avons un régime qui a immobilisé le pays depuis 30 ans et on a des appels à immobiliser. Non, il faut mettre en mouvement le pays, non pas l'immobiliser. La grève générale n'empêche pas la mobilisation. Non, là, c'est une grève générale quand tu l'organises pas, quand tu la gères pas, ce ne sont que des dégâts qui se retournent d'ailleurs contre leur initiateur. Il suffit de ne pas avoir d'électricité, de ne pas avoir de l'eau pour que le régime dit regardez, c'est le chaos, c'est l'anarchie, etc. Non, il faut réfléchir. Ça a toujours été un rapport de force citoyen. Non, mais cette grève générale. Asma, mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir le mouvement inverse des étudiants. On les met à la porte, on leur dit allez-y, et les enseignants universitaires qui ont décidé d'aller à l'université en dépit du fait qu'ils étaient mis d'office. Donc ils font pas la grève, un des effets pervers de la grève générale, c'est que sur un mouvement on a dit comme celui-là, pas la complémentarité. un mouvement comme ça qui est un mouvement, disons, unifié, etc. La grève générale a pour effet principal de diviser la société, parce que ceux qui en souffrent, c'est d'abord les citoyens. Et qui, eux, disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gars, ce mouvement? Moi, je peux plus acheter de pain, je peux pas envoyer mes enfants à l'école, ceci, cela. En plus, l'adhésion, c'était justement le privé, c'est les magasins qui s'enfermaient, mais les institutions, la Poste est ouverte, Air Algérie est ouverte, et donc il y a un clivage qui se crée dans la société, et on arrive à diviser entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Le rapport de force, c'est dans les manifestations des vendredis ou les autres jours, pas dans la grève générale, pas en empêchant les gens de travailler ou d'avoir c'est-à-dire d'avoir le quotidien. Voilà. On est presque à la fin. La parole à Asma et à Hamdi et on te laisse partir. Vas-y. Non, c'est-à-dire que finalement, moi, je suis pas contre une grève générale. En général. Oui. C'est-à-dire que c'est un rapport de force, c'est-à-dire que ça a toujours existé dans les mouvements, cette idée-là, en tout cas, toujours existé dans les mouvements sociaux. Il ne faut pas qu'on soit étonné que cette idée soit présente dans le débat actuel. C'est contre à condition qu'elle vienne de sources identifiées. C'est ça le problème. Oui, mais les sources identifiées, c'est comme si on est dans une démocratie où on a les parce que la grève générale, c'est organisé, c'est très organisé. C'est les syndicats. C'est les syndicats. Nos syndicats, est-ce qu'ils étaient dans ce rapport de force depuis longtemps? Agnès, je suis pas contre. Par contre, c'est contre-productif. C'est-à-dire que ça va frustrer les gens, ça va créer des tensions, alors qu'on est dans une ambiance. On n'a pas besoin de tensions supplémentaires. Voilà, exactement. Hamdi, oui, tu seras le dernier à parler. Ah, merci. je voulais dire 2 choses. Je trouve que c'est positif qu'on parle de l'après, de la constituante, etc. Mais il ne faut pas oublier, comme l'a rappelé Saïd Jafar, que le pouvoir est toujours là. Il est aujourd'hui acculé, il est sur la défensive pour la première fois depuis longtemps. Mais il n'a pas encore rien fait. Il a une longue histoire de contre-insurrection, de récupération. Pour toute assemblée générale d'étudiants, il a ses propres appareils avec les universités. Pour toute... je veux dire, le pouvoir... Tu veux dire que la bataille n'est pas encore gagnée. Voilà. On voulait réfléchir, une fin ou une idée ou une Oui, c'est bien, c'est positif. Mais il ne faut pas oublier que le mouvement n'a pas encore abouti. Et deuxième chose, on a reçu Ali Benouari l'autre jour pour Offshore. Offshore, toi et Linda Abou, oui. Voilà, expert économique aussi. Il a dit quelque chose d'intéressant à propos de la période de transition, quelle que soit sa forme. Il ne faut pas oublier que nous avons une crise économique annoncée, que la situation économique va empirer de l'avis de presque tout le monde, tous les experts, dans 1 an ou 2 ans. Et son idée, c'était que ça ne doit pas prendre trop longtemps, parce qu'il faut qu'il y ait
un exécutif et un législatif en place pour gérer justement cette crise. Je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord dans le sens où on peut pas construire un projet politique à long terme. Parce que l'histoire algérienne, c'était ça. Allez, ça a toujours été des échecs. Khattash, on a construit dans l'urgence des institutions, des trucs. Aujourd'hui, l'idée, on pense à des expériences normales, des expériences politiques, etc. Pourquoi pas inventer la nôtre? Aujourd'hui, on parle, il y a des innovations politiques aussi dans ce monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, il y a l'idée d'un préférendum. Pourquoi pas décentraliser la politique en faisant des assemblées populaires locales où justement, c'est-à-dire les gens se réapproprient le politique et l'exercent en se disant l'idée d'un préférendum. L'idée d'un préférendum, c'est de dire, c'est pas quantitatif, c'est-à-dire c'est pas oui, non, référendum, une question, etc. C'est de dire aux gens, vous allez participer à la construction politique à long terme de l'Algérie. Quelle forme vous voulez? Est-ce que il faut un État centralisé, décentralisé? C'est poser des grandes lignes de la transition aussi. Donc, et on peut pas exclure le peuple de la construction algérienne alentour. Absolument, merci. Je voudrais juste quand même, on a eu des scènes de violence à la fin de la manifestation de vendredi. Et ça nous rappelle quand même le musée des Antiquités a été vandalisé. Un devoir de vigilance, parce que ce sont ce genre de dérapage qui peut être utilisé, faire retourner, parce que nous avons réellement un mouvement populaire bon enfant, festif, beau, et ces scènes-là peuvent servir à faire déraper le mouvement et à être utilisés de manière contre-productive. Alors peut-être continuer à dire n'allez pas à Al-Mouradia, occupons Alger Centre, il n'y a rien à Al-Mouradia, le pouvoir et c'est le peuple. Exactement. De toute façon, il n'y a plus personne à Al-Mouradia depuis 2013. C'est la fin du Café Presse Politique. Merci à tous nos auditeurs. N'oubliez pas, la nouvelle émission de Linda Abou 5 sur 5, c'est aujourd'hui, c'est en arabe et c'est à 17h sur Radio M. Merci à tous les... merci avec Qadi Hassan et Abed Sharif en personne. Merci à tous nos auditeurs, merci à tous les invités et à mercredi. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.